Donc, le cas numéro 3. À quoi va nous servir le cas numéro 3? Il va nous servir à parler un petit peu d'imagerie. Donc, on vous donnait le tableau d'une femme de 36 ans qui, manifestement, et je crois même qu'on vous le disait, avait un tableau de palu. Bon, ça, simple. La première question, on ne va pas y passer 3 heures. Une nouvelle fois, le but, c'est de faire la méthodologie. Pour le détail médical de la chose, vous verrez dans le corrigé qui est extrêmement bien fait, qui comporte tous les éléments. Mais c'est pour vous dire que, voilà, vous pouvez avoir des questions de surveillance. Là, bien sûr, ça va une question de surveillance, vous la détaillez. Si c'est une question thérapeutique, comme on l'a vu juste avant, vous mettez qu'on fera une surveillance du malade, tout le temps, mais vous n'allez pas passer 3 heures à la détailler, puisque si la question c'est tout le traitement, on n'aura pas de petits points pour les choses dans la surveillance. Là, il fallait donc détailler la surveillance, et la surveillance, ça se fait toujours, je vous conseille de le faire toujours sur le même plan, c'est 2 parties, elles-mêmes divisées en 2 parties. C'est 1, la surveillance clinique, 2, la surveillance paraclinique, biologique ou radiologique. Bon, et ces 2 surveillances s'intègrent donc dans les 2 parties que sont la surveillance de l'efficacité du traitement et de la surveillance de la tolérance du traitement. Donc en résumé, si on vous demande de détailler une question de surveillance, vous allez dire « Je surveille l'efficacité du traitement, 2 points à la ligne, de façon clinique, blablabla, blablabla, de façon paraclinique ou biologique ou radiologique, ou en fonction de votre cas. Et puis, je surveillerai la tolérance du traitement de façon clinique, de façon paraclinique. » Donc là, dans l'exemple du palu, ça donnait quoi? Je surveille l'efficacité du traitement cliniquement par, après des choses de surveillance du palu, la température, la diurèse, la pression artérielle, les signes d'hémorragie. Je rappelle qu'elle avait 64 000 plaquettes, une anémie, et que le palu, ça donne ça. L'absence de troubles de conscience, de convulsions, la correction des symptômes. Elle avait une diarrhée, est-ce qu'elle en a moins? Elle avait des céphalées, est-ce que ça va mieux? Et de façon paraclinique, la parasitémie, J3, J7, J28, ce qui était recommandé dans les crises de palu graves, la correction des troubles hématologiques, donc il faudra refaire des NFS régulièrement pour vérifier si la thrombopénie régresse, si l'anémie s'améliore, si l'hémostase est corrigée, l'absence d'acidose, d'insuffisance rénale, et la régression de la cytolyse, puisqu'elle avait les transaminases à 2 fois la normale. Ça, c'est tout le versant de mon traitement est efficace. Et puis, je surveillerai, deuxième versant, la tolérance de mon traitement, de façon clinique, parce que la quinine dans le palu donne, donc de façon clinique, des hypoglycémies. Donc je surveillerai les glycémies capillaires de façon répétée, puisqu'il y a un risque d'hypoglycémie, le CG, à la recherche de troubles du rythme et de la conduction, que peut donner la quinine, les signes de synchonisme, qui sont les trucs spécifiques de la quinine, que si vous n'avez pas vu, vous verrez, ou si vous avez vu, vous connaissez, les acouphènes, la baisse d'acuité visuelle, les vertiges, les céphalées, enfin tous les signes d'imprégnation et de surdosage chiminergique en quinine, et les signes de surdosage. Et de façon paraclinique, eh ben, la tolérance du traitement par quinine dans le palu de façon paraclinique, c'est notamment les signes d'hémolyse, c'est-à-dire que est-ce que le traitement va aggraver l'hémolyse en faisant éclater le parasite, et donc et puis en plus il y a les phénomènes immunoallergiques qui donnent les fièvres bilieuses, donc on fera surveillera l'anémie, la bilirubine, donc ça va avec la NFS qu'on aura déjà fait et le bilan hépatique qu'on aura déjà fait, mais là comme c'est une question de surveillance, on détaille ce versant-là en disant que sur la NFS on va regarder l'efficacité avec la correction de la thrombopénie et on regardera l'efficacité, la tolérance pardon, avec l'absence d'anémie et d'anémie hémolytique. Voilà, un exemple, mais on pourra en faire d'autres dans l'embolie pulmonaire, où on surveille l'efficacité du traitement clinique, est-ce qu'il a moins mal, est-ce qu'il est moins dyspnéique, est-ce qu'il a une meilleure saturation, etc. etc. On surveille de façon paraclinique, avec éventuellement un gaz du sang, la régression d'un S5Q3 à l'ECG, la radio de thorax, tout ce que vous voulez, et on surveille la tolérance des anticoagulants, cliniquement est-ce que ça saigne, est-ce qu'il a, voilà, et de façon paraclinique, vous savez, l'héparine peut donner les thrombopénies et l'héparine, donc on surveillera la NFS. Donc efficacité, tolérance, clinique et paraclinique. Si on vous demande de la détailler, vous la détaillez. Sinon, je vous conseille donc, dans une question de thérapeutique tout venant, de faire la dernière phrase de votre truc. Quand on a dit, donc vous avez vu, on a fait au diagnostic de terrain venait l'ambulatoire, correction de facteurs de risque, le traitement symptomatique, le traitement étiologique, le traitement des complications, et dernière ligne, surveillance clinico-biologique de l'efficacité et de la tolérance du traitement. Point. Ça prend une ligne, et là, il n'y a pas besoin de détailler, mais au moins, vous avez pensé à dire qu'on surveille le malade. Donc moi, je vous conseille, dès qu'on ne vous demande pas de détailler la surveillance ou de citer un ou deux éléments de surveillance, d'écrire surveillance clinico-biologique de l'efficacité et de la tolérance du traitement.
et que si vous avez une question de surveillance, eh ben à ce moment-là, de reprendre le schéma. Je surveillerai l'efficacité du patient, 2 points de façon clinique, 2 points de façon biologique ou paraclinique, et la tolérance du traitement, de façon clinique, 2 points, de façon paraclinique, 2. Voilà. Ça, c'est fait pour la question de surveillance. Et donc après, il y avait la question d'imagerie. Parce qu'on vous disait qu'elle allait mieux, il y avait régulation des symptômes, il y avait une douleur brutale de l'hypocondre gauche, une splénomégalie, une rate augmentée de volume, enfin bref, tout ça. Et on faisait un scanner, on vous demandait d'identifier les structures numérotées de 1 à 5 en disant si c'est normal ou pathologique. Alors, question d'imagerie. On est obligé de balayer la méthodologie de façon grossière, hein, mais on la reprendra plus avant dans les conférences de D4, de façon plus précise. Mais les questions d'imagerie, je vous conseille, quand il y a une question vraiment spécifique d'imagerie comme ça, et que ce n'est pas juste l'apport d'une imagerie dans un ensemble d'éléments, mais vraiment juste analyser, interpréter, discuter l'imagerie ci-jointe, première chose, de rappeler le type d'examen. Il n'y a rien de plus bête que de perdre 3 points, parce que le jury attendait qu'on vous dit que vous précisiez que c'est un scanner, et que vous ne l'avez pas fait. Et je vous rappelle que le jury est maître à bord et que l'auteur propose une correction, et que peut-être que l'auteur il a dit analyser le scanner ci-joint, mais que le jury voulait donner des points pour dire que c'était un scanner, par exemple, sans injection. Il n'y a rien de plus bête que de les avoir perdus en disant ils m'ont dit que c'est un scanner, je ne perds pas de temps à le remettre. C'est pas très long, ça peut rapporter gros. Donc dites toujours quel est le type d'examen, sa localisation, sa spécificité, c'est par exemple typiquement injecté, non injecté, avec opacification, sans opacification, en T2, en T1, en T1 étoile. Ensuite, vous décrivez sémiologiquement, vous interprétez et vous concluez. Là, je n'invente rien, c'est que si vous regardez les comptes rendus des radiologues, c'est ce qu'ils font. La seule chose que fait un radiologue en plus, c'est qu'il écrit en haut le nom de son appareil de radiologie et quand est-ce qu'il a été mis en service, mais enfin ça on s'en fiche. Par contre, il fait tout ça. Et donc il faut faire tout ça. Ça veut dire qu'on ne se précipite pas pour dire il y a un hématome intracérébral. Ça, c'est une interprétation. On se dit d'abord qu'il y a une hyperdensité spontanée sylvienne. Ça, c'est la sémiologie, il y a une hyperdensité dans le cerveau, dans la région sylvienne, qui est en faveur d'un hématome intracérébral. Conclusion, avec la clinique que je connais, le patient a un AVC hémorragique. Pareil, peut-être que les points ils seront que sur AVC hémorragique. Mais si vous avez fait ça, d'une part, le mec, le correcteur vous dira, bah ok, il m'a bien confirmé AVC hémorragique, mais il m'a tout détaillé, il m'a décrit sémiologiquement la lésion, c'est qu'il n'avait pas pompé ça sur le voisin, il le savait. Et je suis sûr qu'il y aura des points même à l'intérieur de ça, et pas que les points là, mais quand bien même il n'y en aurait pas là, si vous avez mis tout ça, toujours pareil, vous mettez le correcteur dans votre poche. Et la question d'après, quand c'est un peu plus qu'un an, vous êtes surnoté. Alors, 2 exemples avant de l'appliquer à notre cas. Exemple, c'est un scanner thoracique avec injection qui présente des opacités médiastinales ne prenant pas le contraste. Ça, c'est de la sémiologie, c'est des opacités. Sont dans le médiastin, elles ne prennent pas le contraste puisque c'est un scanner avec injection. Interprétation, c'est donc plutôt des ganglions. Puis elle comprime. Conclusion, c'est un lymphome. Vous verrez, ou vous avez déjà vu si vous avez fait la pneumo, qu'il y a un certain nombre d'orientations diagnostiques devant des opacités médiastinales. Est-ce que c'est une sarcoïdose? Est-ce que c'est un lymphome? Est-ce que c'est tout ça? Bon, bah, souvent le scanner permet de répondre. Puis après d'autres examens. Autre exemple, c'est une radiographie standard d'abdomen avec lavement radio-opaque. Et puis qu'est-ce qu'on y voit? On y voit sémiologiquement des images d'addition péricolique arrondie. Ça veut dire qu'autour du côlon, il y a des petites images arrondies d'addition, c'est-à-dire qui ont pris le contraste du lavement. C'est donc évocateur de diverticules du sigmoïde, parce que c'est sur le sigmoïde que c'était. Conclusion, il a une diverticulose colique. Si vous vous précipitez pour dire sur ce cliché de radio d'abdomen avec lavement, on voit des diverticules, eh bien vous aurez au final sur votre dossier à cette question ou sur l'ensemble de votre œuvre moins de points que si vous me dites c'est parce qu'il y a des images d'addition péricolique arrondie, qu'il y a des diverticules et donc qu'il a une diverticulose. Là, on est sûr que si on lit ça, vous ne l'avez pas pompé sur le voisin, ça ne vous est pas tombé du ciel, vous n'avez pas eu du bol ou ça, c'est que vous avez décrit, vous avez compris. Donc, appliquer à notre exemple clinique. Je sais plus ce que j'ai fait de mon truc. Oui, c'est là. Appliquer à notre exemple ici. Donc, on avait un scanner abdominal. Vous êtes d'accord? Injecté ou non injecté? À votre avis? Injecté ou non injecté qu'il était ce scanner? Oui, il était injecté, tout à fait. Alors comment on le voit? C'est très simple, il suffit de regarder une structure vasculaire et de regarder la densité de la structure vasculaire. Qu'était la structure numéro 3? L'aorte, tout à fait.
L'aorte, on va parler entre nous, pas en termes de... En termes de sémiologie, on dirait qu'elle est dense. Nous, on dit qu'elle est blanche. Bon, elle est aussi blanche ou aussi dense que la vertèbre sur ce scanner. Pour qu'une structure vasculaire qui contient pourtant donc du liquide soit aussi dense au scanner, donc au rayon X, que de l'os, il y a une seule solution, c'est qu'il faut qu'il y ait du produit de contraste dedans. D'accord ? Regardez un scanner non injecté, normal dans vos services, vous verrez que les vaisseaux, l'aorte en premier, ne sont pas blancs comme ça. Donc c'est un scanner injecté, abdominal. Et la coupe abdominale, c'est vaste. L'abdomen, ça va de là à là. Là, on pouvait dire que c'était une coupe passant par les reins, par exemple. Si vous me dites que c'est une coupe passant par la vésicule biliaire ou le pancréas, ça marche aussi, mais on peut dire une coupe passant par le milieu des deux reins. Donc déjà, moi je commence ma réponse en disant, à la question 2, quand on vous disait vous obtenez l'examen suivant, analysez-le. Ma première phrase, c'est il s'agit d'une coupe de scanner avec injection de produit de contraste passant par l'étage abdominal au niveau des deux reins. Ensuite, on vous disait ne mettez pas d'identifier les structures numérotées de 1 à 5 et de dire si elles sont normales ou pathologiques. Alors c'est quoi le 1 ? Ouais, le foie. Est-ce qu'il est normal ou pas ? La réponse est oui. Le 2, c'était quoi ? Le rein. Le rein tout court ? Voilà, le rein droit, n'oubliez pas, la demi-feuille, le côté, c'est quand même tout bête d'oublier de dire que c'est le rein droit. Il est normal ou pas ? La réponse, il est normal, oui, le rein droit. Le 3, on vient de le dire, c'était l'aorte, qui en plus était injectée. Elle est normale, la réponse est oui. Le 4, c'est quoi ? Donc ça renvoie directement à vos connaissances d'anatomie. C'est le pancréas, oui, et donc le 4 était même placé sur la tête du pancréas. Il est normal ou pas ? La réponse est oui. Alors c'est vrai, on voit très bien les voies biliaires intrapancréatiques, là, le petit rond un petit peu moins dense, un petit peu plus noir. Bon, comme c'était pas du tout une histoire de lithiase ou compagnie, on n'en faisait pas grand-chose. Et puis surtout, le pancréas se rehausse bien, il prend uniformément le contraste, il est très blanc, c'est-à-dire qu'il a bien pris le contraste vasculaire. Il a les bords nets, il n'est pas franchement augmenté de volume, il n'est pas les bords flous, donc il n'y avait aucun argument pour une pancréatite au scanner, et en plus même cliniquement il n'y avait aucun argument pour une pancréatite. Donc après, elle imaginait qu'elle avait une dilatation des voies biliaires intrapancréatiques alors qu'il n'y a pas de pancréatite et que ce n'est pas le but du dossier, on laisse tomber. Mais effectivement, voir aussi bien les voies biliaires, ce n'est pas tout le temps le cas. Et 5, c'était quoi ? Ah, non, c'était pas l'estomac. Effectivement, ouais, c'était la rate. Effectivement, quelque chose d'aussi gros et hétérogène comme ça, souvent peut être l'estomac. Mais l'estomac, on voit souvent l'intérieur de la muqueuse un petit peu découpée, et puis si c'est parce qu'il est plein que c'est hétérogène, il y a souvent de l'air, une poche à air, des niveaux. C'était la rate. Et parce qu'elle d'abord elle est dans l'hypochondre gauche, en face du foie, donc l'hypochondre gauche en face du foie. On vous disait dans le dossier, je crois qu'elle avait une splénomégalie. Non, vous ne lisez pas ? Si, à 3 travers de doigts, donc la rate, là, elle est grosse, je suis d'accord par rapport à un scanner normal, mais finalement, il y avait une splénomégalie, donc on n'est pas très étonné. Donc clairement, elle n'est pas normale, elle, pour le coup. D'une part, on vient de le dire, elle est augmentée de volume, mais ça, c'était quand même pas compliqué d'avoir ces points-là, puisque c'était écrit dans l'énoncé. Si vous avez un énoncé où il y a marqué splénomégalie et qu'on vous demande d'interpréter un scanner, si vous ne dites pas qu'il y a une grosse rate, vous êtes stupide. D'accord ? Par contre, la deuxième chose qui n'est pas normale, c'est, je vous rappelle, c'est un scanner injecté. Donc, on le voit bien, le foie est assez blanc, le pancréas, on vient de le dire, est très blanc et de façon homogène. Les reins sont blancs, aussi, prennent le contraste, c'est normal, c'est des structures très vascularisées, les reins. Et la rate, la rate, elle est à moitié blanche, à moitié pas blanche. Il y a la bande centrale, là, qui est finalement assez dense, qui a bien pris le contraste. Et puis, il y a toute cette zone-là, le pôle antérieur de la rate, qui ne l'est pas. Et pourquoi ça ne l'est pas ? Parce que ça n'a pas pris le contraste. Et une zone d'un organe qui ne prend pas le contraste, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il est mort. Enfin, qu'il n'y a pas de vascularisation de cette zone-là. Parce que normalement, dès que vous avez des vaisseaux, ça amène le produit de contraste. Et donc, si ça n'a pas pris le produit de contraste, c'est que ce n'est pas vascularisé. Donc, c'est que ou c'est ischémique, ou que c'est un tissu qui n'est pas vascularisé. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme tissu pas vascularisé dans le contexte d'un palu et d'une grosse rate ? Un hématome. Et en plus, on est au stade précoce, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de renforcement périphérique, il n'était pas encore coqué, il n'était pas encore en voie d'organisation. Et donc il y avait effectivement une rate qui était anormale, avec une splénomégalie hétérogène, et 2 plages, donc là les termes sémiologiques, 2 plages hypodenses, se raccordant de façon irrégulière avec le parenchyme splénique
normalement rehaussée, qui était donc la zone au milieu. Donc je dis 2 parce qu'il y avait toute la zone antérieure qui était très hypodense. Et puis vous avez cette zone-là, là aussi, la petite encoche le plus près de la paroi. Là. Il y avait ces deux zones-là, il y avait une très grosse devant et une petite derrière. Là. Donc 2 zones hypodenses se raccordant de façon irrégulière avec le parenchyme, qui lui est normalement rehaussé, limité. Et cet aspect est compatible avec la présence d'hématomes. Et on peut dire sans saignement actif parce que c'est pareil, si vous avez un hématome qui est en train de se constituer avec un saignement actif, en général, vous voyez une petite flamèche, vous voyez le produit de contraste injecté dans le vaisseau à ce moment-là qui est en train de se verser dans l'hématome. Et là, il n'y avait pas ça. Donc c'était un hématome qui n'était plus actif. Bon, quand vous aurez fait, ou si vous avez déjà fait toujours pareil, vous le savez, mais le palu, une des complications du paludisme, comme il y a beaucoup d'élimination des globules rouges dans la rate qui se met à beaucoup travailler, qui donne une splénomégalie, ça peut faire des hématomes spontanés, d'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des troubles de l'hémostase, il y a une thrombopénie, il peut y avoir des CIVD, des baisses de TP, des choses comme ça. Donc en fait, vous pouvez faire des hématomes spléniques, voire même des ruptures de rate spontanées. Donc, une très grosse rate, et puis pouf, voilà, ça arrive. C'est une complication classique, heureusement rare, mais c'est une complication classique du palu. Et là, il y avait l'hématome spontané sans épanchement intrapéritonéal, ça restait quand on est à la rate. Mais si vous avez la même chose avec en plus de l'épanchement intrapéritonéal, c'est une rupture de rate et il faut y aller vite. Il faut se dépêcher de traiter et de faire la chirurgie. Ou l'artérioembolisation. Donc voilà, donc là, on a fait quoi? On a fait ça, 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 ça. On a interprété en disant que c'était vraisemblablement un hématome sans saignement actif. Il nous reste à conclure. C'est la fin. Quel diagnostic retenez-vous? En conclusion, on évoque donc le diagnostic d'hématome intrasplénique spontané. Et comme la conclusion, on intègre les données cliniques qu'on a, j'avais rajouté complications classiques de l'accès palustre. Pareil, hein, si vous faites vraiment tout ça, là c'est nickel. Alors, il faut éviter, c'est sûr que si la conclusion c'est la même chose que l'interprétation, vous ne vous arrêtez pas 2 fois, mais là en l'occurrence, mon interprétation était cet aspect est compatible avec la présence d'hématomes sans saignement actif. Ma conclusion était on évoque donc le diagnostic d'hématome intrasplénique spontané, complication classique du paludisme. Vous voyez que c'est 2 façons de dire presque la même chose, mais qui sont un petit peu différentes l'une de l'autre et qui montrent bien interprétation-conclusion et qui font un petit peu plus hype que juste c'est un hématome, quoi.